On fête un anniversaire ce week-end dans le tram. Il y a tout juste un siècle, le premier bus de la STIB, qui ne s'appelait pas encore la STIB à l'époque, était mis en service sur le réseau. Pour l'occasion, le musée des trams et la STIB vont faire circuler des anciens trams, des anciens bus sur le réseau, notamment ici tout autour du musée du tram, évidemment que vous connaissez bien. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil. Et pour nous, ce sera l'occasion de s'intéresser un petit peu à l'historique des transports en commun à Bruxelles, de voir un petit peu comment le réseau de bus s'est développé à travers l'ensemble du réseau de la STIB. Et puis, c'est aussi l'occasion de s'intéresser aux 100 prochaines années, enfin presque, à l'avenir du bus, parce qu'on sait qu'il fait face à de grands défis aujourd'hui, pas uniquement les embouteillages, mais aussi et surtout la transition électrique. On en parle, c'est un sacré programme qui nous attend. On en parle tout de suite, générique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci d'être avec nous pour fêter cet anniversaire. Nous sommes avec Renaud de Saint-Moulin. Vous êtes directeur des systèmes de transport à la STIB, mais si vous vous invitez aujourd'hui, c'est pour parler de l'historique un petit peu et du musée du tram qui fête cet anniversaire, parce que vous êtes aussi un passionné des vieux trams, des vieux bus de la STIB, et vous effectuez même la maintenance au niveau du musée du tram. Alors ramenez-nous un petit peu aux origines des transports en commun bruxellois, 1869, c'est exact? Alors, le premier tram à Bruxelles, c'est un tram à cheval en 1869, le 1er mai 1869, sur une ligne qui part de la porte de Namur et qui va jusqu'au bois de la Cambre à travers l'avenue Louise. Ça, c'est le début d'une grande aventure, puisque très rapidement, il y a eu des lignes qui ont été exploitées par d'autres opérateurs. Elles ont fusionné entre elles. C'est devenu une société anonyme, les Tramways bruxellois, qui en 1945 voient leur concession arriver à échéance. Et les pouvoirs publics s'associent à ces capitaux privés pour former en 1954 la STIB, qui aujourd'hui continue à exploiter le transport public à Bruxelles. Renault 1869, qui sont les usagers de la STIB un petit peu? Renvoyez-nous là-bas. Alors en 1869, en fait, le transport public est un transport de luxe qui est destiné en fait à se déplacer pour se promener, pour aller au bois de la Cambre, pour aller au jardin zoologique. Le parc du Square Léopold est un jardin zoologique à l'époque. Et donc, ces lignes, elles sont destinées d'abord à faire du transport de gens aisés qui se distraient ou comme vecteur d'urbanisation de la ville pour raccorder des nouveaux quartiers de Bruxelles au centre, par exemple, vers la chaussée de Charleroi. Et alors, à ce moment-là, il y a combien de lignes de tram au départ? Bon, il y a la première, et puis elles arrivent vite, ou alors c'est petit à petit? Et en fait, à partir de 1869, on voit comme les bourgeons qui s'ouvrent au printemps. Il y a une première ligne, et puis très rapidement, il y a plusieurs autres compagnies qui ouvrent d'autres lignes, par exemple une ligne circulaire sur l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui la ligne de métro 2, mais évidemment en surface. Et l'ensemble de ces lignes, elles ne sont pas interconnectées et ce sont des tarifications différentes avec tous des trams hippomobiles, d'ailleurs assez chers à exploiter. Et donc, progressivement, cette consolidation et l'électrification du réseau à partir de 1894 vont faire que les prix du transport vont commencer à descendre drastiquement. Et par ailleurs, le réseau a se densifié également énormément. 1894, c'est ça alors la date d'électrification du réseau de tram? C'est la première électrification d'une ligne entre la gare du Nord et la gare du Midi. Mais à côté de ça, on a aussi l'émergence de tentatives de faire fonctionner des premiers autobus. Et c'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on va célébrer, puisque on est au 100e anniversaire d'une ligne de bus qui a été mise en service entre Etterbeek et Overijse, en application d'une loi qui donnait la préférence au chemin de fer vicinaux pour établir des lignes de bus entre des lignes de tram ou de façon en partie parallèle avec les lignes de tram déjà existantes. C'est quoi le contexte à ce moment-là, 1925, entre deux guerres, et c'est là qu'on a introduit l'autobus alors? Alors il y avait eu des premières tentatives, mais très expérimentales, au début du XXe siècle. En 1906-1907, il y a eu des essais avec des autobus avec des moteurs à essence, mais des expérimentations qui n'ont pas été couronnées de succès, et la Grande Guerre va faire que ces tentatives sont oubliées et ne vont reprendre qu'au tournant des années 20 avec en fait des autobus qui bénéficient des progrès de l'automobile qui à ce moment-là est en train d'accélérer très rapidement. Alors après on a la Seconde Guerre mondiale qui entraîne grosso modo l'arrêt des services par autobus, et puis après la guerre l'émergence des moteurs diesel, des moteurs qui permettent en fait à la fois de fiabiliser, mais aussi de réduire significativement les coûts d'exploitation des autobus. Et à partir de ce moment-là, on arrive dans une phase dans laquelle
l'autobus est une solution très pratique pour développer rapidement des nouveaux systèmes de transport dans les villes qui n'en avaient pas encore, ou pour densifier les réseaux des villes qui en avaient déjà avec des tramways. Puis, à partir des années 50, ça devient même un moyen de remplacement de lignes de tramway. Avec, à Bruxelles, on l'a vu, hein, avec par exemple pour l'exposition universelle, la bussification des premières lignes de tram, avec la première, la ligne 47, hein, qui va vers NOH, qui est remplacée par un bus. Et donc, c'est le moment où des lignes se sont transformées en bus et des nouvelles lignes ont été créées, le 29, le 49, le 36. Ce sont toutes des lignes qui, progressivement, viennent compléter le réseau tram et en partie le remplacer pendant une vingtaine d'années avant qu'il y ait une résurgence, un réveil de l'intérêt de combiner les modes de transport. Et après, doucement, le métro arrive. Et en 1969, on ouvre en fait la première ligne de pré-métro dans une infrastructure qui est destinée à accueillir des trains de métro, mais qui, en premier lieu, est utilisée avec des trams qui roulent dans ces nouveaux tunnels et qui, grâce à ça, sont en fait sortis de la circulation et des embarras qui y sont associés. Donc le pré-métro, il permet d'exploiter directement des ouvrages qu'on a créés le long de l'axe est-ouest et le long de la petite ceinture. Et puis on y fait rouler des métros à partir de 1976 pour tout ce qui concerne l'est-ouest et à partir de 88 pour la ligne 2, la ligne de la petite ceinture. C'est ça, c'est intimement évidemment lié à la question des infrastructures quand on parle de métro, quand on parle de tram. Exactement. En fait, de toute façon, le vrai enjeu de la mobilité est de faire une utilisation rationnelle de l'espace public et de faire en sorte que le transport public soit dans une position où il peut offrir une vitesse commerciale élevée qui permette effectivement d'offrir des connexions rapides, fiables, ponctuelles à tous ceux qui doivent se déplacer ici à Bruxelles. Ouais. Si on apprend le gros avantage du bus, et je pense que c'est un avantage qui est pérennisé et qui se retrouve encore aujourd'hui, c'est sa flexibilité. Alors c'est exactement ça, hein. La flexibilité du mode bus, c'est de permettre de rapidement créer des dessertes de transport public à des endroits qui ont des besoins de mobilité, mais des besoins de mobilité qui, en termes de volume, en nombre de passagers par heure et par sens, restent absorbables à l'aide d'un bus, un bus standard ou un bus articulé dans les cas où on a les limites qui sont atteintes avec un bus standard. Très concrètement, ce sont des développements qu'on a vu apparaître, ça pour les bus articulés, à partir de la fin des années 70, où on a introduit progressivement des doubles bus qui permettaient d'augmenter la capacité d'un transport qui jusque-là était cantonné à des bus simples. Merci Renaud, je vous laisserai parler pendant encore de longues minutes, mais on fait signe dans l'oreillette que ça se termine. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je suis persuadé qu'on sera amené à se revoir dans les prochains mois, dans les prochaines années pour encore parler des thématiques de mobilité avec la STIB. Très volontiers. Je n'en doute pas. Merci à vous. On se retrouve dans un petit instant parce que là on a fait un petit focus sur les 100 dernières années du bus. Là on va faire un focus sur les 100 prochaines à peu près. À tout de suite. On s'est tourné vers le passé, maintenant on se tourne vers l'avenir. Géraldine van der Stickele, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de l'offre de transport au niveau de la STIB. Alors le bus, ça représente quoi en termes d'usagers peut-être par rapport à la globalité du réseau de la STIB ? Eh bien, la STIB, c'est très simple. En fait, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour le bus, un tiers pour le tram, un tiers pour le métro. Et alors, quand on regarde la carte du réseau, comment s'articule un petit peu l'offre de bus par rapport au réseau, justement ? Alors, quand on voit la carte du réseau de la STIB, c'est en fait une toile d'araignée. On peut la considérer comme une toile d'araignée. Donc, vous avez des axes très structurants qu'on appelle des radiales. Donc, ils font les lignes perpendiculaires, je dirais, des toiles d'araignée. Et ça, c'est souvent des axes très forts. Donc, le métro, les lignes 1-5, des axes de tram également, comme la ligne 4, etc. Donc, des modes à très grande capacité. Et puis, vous avez le bus. Il y a les petites lignes, je dirais, entre les axes qui font la toile d'araignée. Alors ça, c'est soit ce qu'on appelle des rocades, donc des axes qui font des cercles, comme la ligne 2 du métro, ou la ligne 7, ou la ligne 8, qui sont aussi des axes à grande capacité. Mais vous pouvez aussi avoir en bus, par exemple, la ligne 49 fait également une rocade. Et puis, pour le reste, les lignes de bus, vous avez encore d'autres lignes qui sont très fortes, comme la 71, la 95, bien connues, qui sont également des radiales qui rentrent vers le centre de la ville. En quelque sorte, ces lignes très fréquentées, c'est presque des lignes de tram. Voilà, en termes de fréquentation, on est au maximum, je dirais, de la capacité que peut offrir un véhicule bus par rapport à ces lignes, parce qu'ils ont énormément de succès, il y a énormément de clients. Puis, ce qui était très intéressant pour le bus, c'est que le bus, c'est aussi le mode le plus flexible et c'est aussi le mode le plus petit. Et donc, c'est aussi lui qui va
faire deux fonctions essentielles dans un réseau de transport public. C'est d'abord les dessertes interquartiers, donc qui ont moins de demandes, mais qui sont néanmoins essentielles. Par exemple, quelqu'un qui veut aller de Forêt à Anderlecht, il ne doit pas passer par le centre-ville, il peut le faire avec une desserte bus. C'est ça, c'est la flexibilité du bus, c'est d'aller vraiment dans les quartiers. Dans les quartiers, donc ça c'est très intéressant. Et puis c'est aussi une fonction de rabattement vers les axes structurants, donc qui sont aussi dans les quartiers, et puis on rabat vers le métro ou on rabat vers une grosse ligne de tram. Ces dernières années, Géraldine, on a parlé beaucoup du plan directeur bus, c'était quoi ça? Alors le plan directeur bus, ça a commencé il y a environ 10 ans, ça a mis plus ou moins 10 ans. C'était vraiment une réflexion de la refonte de notre réseau bus. Donc il y a quasiment 3/4 des lignes de bus qui ont changé en 10 ans. Beaucoup de lignes qui sont apparues également. Vraiment en réfléchissant par rapport à toutes les fonctions socio-économiques, culturelles de la ville, comment adapter au mieux notre réseau en fait à la demande. Parce que la ville évolue, parce qu'il y a des nouveaux pôles d'emploi, il y a des nouveaux pôles de logement qui apparaissent, des nouveaux pôles de loisirs éventuellement également. Et donc on a vraiment essayé en fonction de la demande de déplacement des gens et du nombre de gens qui veulent faire ces déplacements, de revoir la desserte bus complètement pour coller au mieux à la demande des clients. Il est terminé ce plan directeur, Il est en mise en œuvre. On l'a mis en œuvre, oui. Gros enjeu pour les bus, c'est la fameuse électrification. Il faut que tout le réseau soit électrifié d'ici 2035. Ça, c'est le gros enjeu. Il y a deux volets, j'ai envie de dire. Le volet STIB qui vous concerne, et puis après, il y a toutes les implications pour les usagers. Expliquez-nous un petit peu la différence entre les deux. Alors, pour les usagers, en fait, l'électrification, ça ne change pas grand-chose. Nos clients ne voient pas tellement de différence. Il y aura plus de modification de ligne, a priori. Il y aura des modifications de ligne à la marge, mais on n'est pas reparti sur une grande refonte du réseau comme on l'a fait avec le plan directeur bus. Mais bien sûr, à la marge, on adapte toujours à la demande. Pour le client, donc, il n'y aura pas, l'électrification ne va pas changer, révolutionner, je dirais, ce qu'il connaît aujourd'hui. Par contre, pour la STIB, c'est un très très grand enjeu, à la fois un enjeu technique et un enjeu opérationnel, je dirais, d'organisation. Pourquoi? Parce que les bus, c'était facile qu'avec un bus diesel, ce qui était facile, c'est que on le tankait, comme on dit à la STIB, donc on remplissait son réservoir pendant la nuit, et puis il était parti pour toute la journée. Là, c'est toute une logistique dingue derrière vous. Voilà, et donc notamment l'électrification des dépôts, ça veut dire qu'il faut changer, complètement repenser tous les dépôts bus avec des chargeurs, il faut amener l'électricité, ce qui n'est pas trivial non plus, et puis surtout, il faut que le bus qui démarre le matin, on soit sûr qu'il soit chargé. Et donc, et puis, est-ce qu'il sait faire l'ensemble de son service? Donc, on a vu aussi, on charge au dépôt, mais on le voit déjà dans la ville et notamment à la porte de Namur, on le voit. Les bus articulés, on les charge aussi en ligne, donc dans la ville, avec des espèces de poteaux comme ça qui s'appellent des pantographes, où on appelle ça du biberonnage, c'est un joli mot. Et donc on recharge les bus pendant leur service. Mais là aussi c'est toute une logistique parce qu'on ne peut pas immobiliser comme ça des bus dans toute la ville. Géraldine, juin 2025, on en a combien en termes de part d'électrification? 15% j'avais en tête au niveau des bus. Alors pour le moment on est à moins, mais ça arrive, donc ils sont en train d'arriver et on va bien sûr arriver à 15%, mais enfin on va arriver comme vous l'avez dit à 100% normalement en 2035. Revenons-en à l'anniversaire, 100 ans du bus, expliquez-nous un petit peu quelles sont les festivités organisées ce week-end. Les festivités organisées ce week-end, samedi c'est Place des Palais, donc c'est les bus, pas seulement les bus bruxellois mais aussi les bus de toute la Belgique puisque c'est les 100 ans du bus en Belgique qui sont exposés de 12h à 17h Place des Palais et vous pouvez faire un petit tour dans un vieux bus, c'est gratuit. Et dimanche c'est la ligne 39 en tram et la ligne 36 en bus qui sont dédoublés et exploités dans d'anciens véhicules. Une très bonne occasion de faire une petite sortie en famille également gratuite. Merci Géraldine pour le coup de pub. Toutes les infos donc sur le site de la STIB, le site du musée aussi, évidemment, sur le site de BX1. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci aussi à vous Géraldine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.